Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en êtes mingi, vous avez un bino, entretien et aller l'autre et un bipo nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Mot de bienvenue de la commémoration des martyrs de la démocratie, 16 février 1992, 16 février 2024. Chers amis du collectif du 16 février, chers invités, je voudrais au nom du collectif du 16 février vous souhaiter la bienvenue au Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS en sigle. En ce jour où nous célébrons le 32e anniversaire de la marche de chrétiens, nous avons choisi comme thème ce février 2024 inventons notre propre démocratie. Pendant 3 décennies, le collectif du 16 février s'est donné comme mission de travailler pour l'avènement en RDC de la démocratie. Et depuis 2021, nous avons ajouté à la liste de 1992 le martyr plus récent de mouvement citoyen. Cet engagement s'est cristallisé depuis 2006 dans les combats pour les élections libres, démocratiques et transparentes. Combat qui a mobilisé beaucoup d'entre nous. Malheureusement, la manière dont les élections de la fin de l'année 2023 ont été organisées nous ont laissé dans la désillusion et le traumatisme. Ces nombreuses irrégularités ont entamé la confiance des électeurs que nous sommes. Ce 4e cycle électoral risque d'entraîner pour longtemps le rêve des Congolais de mettre en place un système démocratique. La SYNCRO dit même craindre le retour au système de partis uniques contre lesquels le martyr de la démocratie se sont battus. Dans son message du 16 janvier 2024 intitulé « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison ». Psaume 1001-7. La SYNCO qualifiait le processus électoral passé de catastrophe électorale. Devant les évidences, la CENI elle-même a fini par reconnaître des fraudes massives et des bourrages d'urnes. L'ampleur des irrégularités, le nombre de bureaux clandestins, de machines de vote en promenade libre devaient pousser, si la CENI était sérieuse, à l'annulation pure et simple d'une grosse partie du scrutin, sinon la totalité. Nous avons tous vu de nos propres yeux comment les élections ont été caractérisées par la fraude, la corruption à grande échelle et le vandalisme de matériel électoral. Avec un scrutin de ce genre, c'est la démocratie en RDC qui est enterrée. Nous devons désormais inventer notre propre démocratie, car celle que nous est offerte est une mascarade de la démocratie. Malgré notre révolte, il nous faut reconnaître que nous avions vu venir cette situation. Nous avons assisté à la préparation et à la planification de la fraude. N'est-ce pas que la désignation des animateurs de la CENI s'est faite sur fond d'une corruption avouée par certains leaders religieux? N'est-ce pas que nous avons vu des listes de membres de partis politiques être proposés pour travailler comme agents temporaires de la CENI? N'est-ce pas que nous avons assisté à une opération d'enrôlement chaotique qui annonçait déjà le chaos que nous avons vu le jour des élections? N'est-ce pas que nos dénonciations ont eu comme réponse l'arrogance et le mépris du leadership de la CENI? N'est-ce pas que la CENI a refusé le dit
du fichier électoral car elle avait des choses à cacher. Cette liste pourrait s'allonger. Elle montre que la CENI elle-même planifiait les chaos que nous avons observés. Durant notre activité d'aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur pourquoi nous avons agi à temps pour bloquer cette chronique d'une catastrophe électorale annoncée. Nous allons proposer des actions sur comment sortir durablement de la mascarade électorale en imposant la démocratie que nous voulons et mettre ensemble en route notre propre démocratie. Je vous remercie. Je remercie les abbés José Pongou et Moussoua qui ont accepté d'animer nos activités d'aujourd'hui. À tous et à toutes, bonne fête des martyrs de la démocratie. Rigobert Minani J, membre du collectif du 16 février. Je vous remercie. À vous, il y a des gens qui ont marché le 16 février. Il y a des laïcs, des prêtres, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, de toutes religions. Eh bien, l'objectif de cette marche s'inscrivait dans le cadre de l'ouverture démocratique que voulait exprimer la Conférence nationale souveraine, qui a été pour ma part un temps d'arrêt. On n'en parle pas suffisamment. La Conférence nationale souveraine était voulue comme un temps d'arrêt où on fait un stop pour voir d'où nous venons et où nous allons. Et je crois que cette Conférence nationale souveraine, je l'ai toujours dit, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Elle n'a pas abouti non plus à la réalisation de ses objectifs. C'est que quelque part, cette soi-disant démocratie pour laquelle nous nous sommes engagés le 16 février 1992, elle n'est pas encore arrivée. Ça, il faut qu'on se le dise. Alors personnellement, en cette date du 16 février, j'ai tenu à nous inviter tous, nous, peuple congolais, à refaire un stop, à nous arrêter pour nous poser 5 questions. Je voudrais vous inviter à noter ces 5 questions parce qu'elles seront déterminantes pour non seulement notre présent, mais surtout pour notre futur, notre vivre ensemble. La première question, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je crois qu'il est important qu'aujourd'hui, nous, Congolais, nous puissions nous interroger sur notre identité. Qui sommes-nous? Mais ici, il ne s'agit pas d'une identité purement culturelle. Il s'agit de notre identité humaine. Et la question, c'est, sommes-nous encore des humains? Qu'est-ce qui nous rend humains? La question de notre humanité se pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui. Pour la simple raison qu'au regard de ce que nous vivons, de ce que nous voyons, de ce que nous faisons, de ce que nous disons, on a nettement l'impression que nous avons perdu notre humanité. Et des exemples, chacun de nous peut en trouver pour illustrer cela. Qui sommes-nous? Première question que chacun de nous doit se poser et nous tous collectivement, nous devons nous poser. La deuxième question, d'où venons-nous? Notre histoire. Bien souvent, quand nous parlons de notre histoire, nous avons tendance à la faire commencer par la traite négrière ou par la colonisation. Non, avant la traite négrière, avant la colonisation, nous avons existé. Quelle est notre histoire? L'histoire de ces royaumes, l'histoire de ces empires, avant la traite négrière, avant la colonisation. Une histoire qui avait toute une richesse sur tous les plans politiques, économiques et culturels. Qu'avons-nous fait de notre histoire? Connaissons-nous notre histoire? Connaissons-nous ceux et celles qui ont marqué cette histoire?
Est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui qui était Simon Kimbangu, qui était Kipavita, qui était Malula, qui était Emery Patrice Lumumba, qui étaient tous ces gens-là, et il y en a beaucoup qui ont marqué cette histoire. Troisième question. Où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous? Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, où sommes-nous? Il est temps que nous commencions à exercer notre capacité d'analyse critique de notre situation actuelle, en établissant les responsabilités, les nôtres personnellement et celles des autres. Mais commençons par les nôtres. Le danger qui nous guette, c'est celui de rechercher tout le temps des boucs émissaires. Je suis en train d'analyser un peu ce qui se passe maintenant. J'entends dire, j'entends parler des manifestations que des jeunes et d'autres organisent devant les ambassades des États-Unis et des pays occidentaux et tout. Eh bien, je me dis, c'est bien beau. C'est bien beau. On accuse le Rwanda, j'entends parfois des autorités ici qui disent notre ennemi c'est le Rwanda, le mal congolais vient du Rwanda, et toujours les autres. Toujours les autres. C'est très dangereux d'éviter de poser la question en termes de responsabilité personnelle, responsabilité collective de nous les Congolais. Est-ce que c'est le Rwanda qui nous empêche de payer convenablement les enseignants et les fonctionnaires? C'est le Rwanda qui nous empêche de nous organiser avec une bonne gouvernance? C'est le Rwanda qui nous empêche d'organiser des élections convenables? Ce sont les États-Unis qui nous demandent de faire des tricheries et des tas de choses inconvenantes? Faisons attention, mes amis. On est trop vite parti dans la recherche des boucs émissaires. Et après, quand on aura brûlé les ambassades, quand on aura brûlé les véhicules des diplomates, quand on aura fait tout cela, et après, le Congo aura changé? Et après, est-ce que nos conditions de vie s'amélioreront? Où sommes-nous? Quelle est ma part de responsabilité? Que chacun de nous se pose cette question. Si nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, si les choses ne marchent pas, si nous nous plaignons tous que ça ne va pas, le pays ne va pas, mais pose-toi la question de savoir où est ma part de responsabilité. Qu'ai-je fait, moi, X, Y, Z? Qu'ai-je fait qui a contribué à amener notre pays là où il se trouve aujourd'hui? Qu'ai-je fait? Ou que n'ai-je pas fait? Parce qu'il y a aussi une responsabilité en termes de ne rien faire. Ne rien faire de ce qu'on devrait faire. Analyse des causes, analyse des conséquences, analyse des acteurs. Les acteurs, il y a les auteurs et les victimes. Et souvent, en tant qu'acteurs, nous sommes à la fois victimes et auteurs. À la fois auteurs et victimes. Il faut que notre analyse soit une analyse complète. Quatrième question. Où allons-nous? Où allons-nous? Ça signifie, tel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tel que le décor est planté là, ça nous amène à quoi? Où allons-nous? Ça veut dire les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Et la dernière question, la cinquième, qui pour moi est la plus déterminante, c'est la question de savoir où voulons-nous aller? Où voulons-nous aller? Et c'est là où intervient notre capacité d'inventer notre avenir, de construire notre avenir, de rêver notre avenir et de traduire ce rêve en réalité. Passer du rêve à la réalité. Et c'est ici que je voudrais vous partager en quelques mots le rêve que moi j'ai de ce Congo. De quel Congo moi je rêve? Je rêve d'un Congo, et c'est peut-être cela qui pourrait être cette nouvelle démocratie que nous devons mettre en place. Je rêve d'un Congo qui serait une terre d'égalité.
une terre d'égalité, où tous les Congolais seront égaux en nature, égaux en droit. Égaux, notre égalité repose sur le principe de la commune humanité. Cela signifie, quel que soit ton rang social, quel que soit ton sexe, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton appartenance idéologique, politique, quel que soit ta nature, disons, ton statut, nous sommes tous des humains, nous sommes tous des hommes. C'est là que c'est ce que nous avons en commun. C'est ce que j'appelle le principe de la commune humanité. Et si je regarde l'autre comme un être humain comme moi, cela change tout. Cela suppose, eh bien, que ce pays, cette terre d'égalité sera une terre de respect de l'homme, de respect de l'autre, parce qu'il est un être humain comme moi. Et le respect que je désire recevoir, que j'attends des autres, je dois aussi le donner aux autres. Terre d'égalité. Égalité entre l'homme et la femme, égalité entre le noir et le blanc, égalité entre le chef et le subalterne, égalité en termes d'humanité. Celui qui est en face de moi est un être humain comme moi. Et donc nous sommes égaux de par notre nature humaine. Je rêve d'une terre, d'un pays, d'un Congo, qui serait une terre de participation. C'est-à-dire une terre où il n'y aura pas d'un côté des acteurs et de l'autre des spectateurs. Une terre où chacun mettra la main dans la pâte. Une terre où certains ne diront pas, ah, attendons, laissons-les, on va les voir, laissons-les faire, on va voir ce qu'ils vont faire. Et en le disant, on met aussi des bâtons dans les roues, on fait des crocs en jambes, parce que l'espoir secret que l'on nourrit, c'est que l'autre ne réussisse pas pour que je puisse dire, voilà, il a échoué, et donc maintenant moi je prends sa place. Mais en prenant sa place, je ne me suis pas préparé à réussir. Au contraire, nous le remarquons et nous le voyons, nous prenons la place de ceux que nous avons traités hier, de voleurs, de dictateurs, de ceci et de cela, et quand nous prenons leur place, nous refaisons la même chose parce que nous ne nous sommes pas rendus compte, nous n'avons pas fait cette analyse autocritique de nous-mêmes pour réaliser que nous avons les mêmes tares finalement. Nous avons les mêmes tares. La participation de chacun de nous, mettre la main dans la pâte, suppose que l'on devient tous responsables. Ça veut dire que chacun de nous aura à répondre de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait pour que les choses en arrivent là où elles sont aujourd'hui. Donc, participation et responsabilité marchent ensemble. Cette terre, je la pense et je la veux et je rêve d'une terre qui serait une terre de liberté. Une terre de liberté. Liberté d'agir, liberté de parole, liberté d'association, liberté pour faire le bien. Voilà l'orientation de la vraie liberté. On est libre pour faire le bien, libre vis-à-vis de la voix, libre vis-à-vis du pouvoir, libre vis-à-vis de la gloire, pour faire le bien. Que la voix, que le pouvoir, que la gloire ne deviennent pas les sources d'asservissement telles que nous le vivons aujourd'hui dans notre société. Et libre, nous le serons si nous vivons dans la vérité, car seule la vérité nous rend libres. Et pour les chrétiens qui ont marché le 16 février, des gens qui se réclament de Jésus-Christ, ceux qui se réclament de manière ouverte et ceux qui ne se réclament pas de manière ouverte, mais qui sont à la suite de Jésus sans parfois même le savoir, eh bien, pour nous, la liberté est le fruit de la vérité, car seule la vérité nous rendra libres. Vérité sur Dieu, Dieu est amour. Vérité sur l'homme, l'homme est sacré. Vérité sur les choses, les biens sont au service de l'homme et donc pas les hommes au service des biens, de la terre et de l'argent. Vérité sur le pouvoir, le vrai pouvoir,
le vrai pouvoir est service et non domination de l'autre. Vérité sur la gloire. La vraie gloire vient de l'humilité, de la kénose. C'est parce que il s'est abaissé que Dieu l'a élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Et l'histoire est là pour nous le prouver à 1000 exemplaires, n'est-ce pas, comme nous pouvons l'attester. Eh bien, un pays que je rêve, c'est un pays terre de liberté et de vérité. Les deux vont ensemble. On ne peut être libre que dans la vérité. Et la terre dont je rêve, le Congo dont je rêve, sera une terre de justice, de vraie justice. Et attention, mes amis, on parle beaucoup de la justice, mais je me rends compte que la justice dont on parle n'est pas vraiment juste. N'est pas vraiment juste. Lorsqu'on croit que la justice se limite à punir les mauvais et à récompenser les bons, eh bien, mes amis, faisons attention. Faisons attention, parce que le mauvais, c'est qui? Ce sont les autres. Les mauvais, c'est qui? Qu'on doit punir. Les bons, c'est qui? C'est moi. Faisons attention. La vraie justice, celle dont je parle, celle qui va engendrer la paix. La vraie justice qui engendre la paix, c'est la justice miséricorde. C'est-à-dire la justice qui fait la distinction entre le mal et le malfaiteur. Le malfaiteur est un être humain comme moi et toi, comme toi et moi. Le mal, eh bien, nous devons le détruire, nous devons le combattre sous toutes ses formes. Mais le malfaiteur que je suis, nous devons le sauver. Le malfaiteur est à sauver et le mal est à combattre. Et ce mal, il est d'abord dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur de chacun de nous. Et donc ça signifie qu'en définitive, si on devait punir les mauvais, si on devait punir les méchants, eh bien, c'est chacun de nous qu'on devrait punir. Un jour, j'ai échangé avec un confrère. C'était lorsqu'on a condamné Django et compagnie. Il y a eu un procès un procès vraiment historique, n'est-ce pas, qui s'est déroulé ici à Kinshasa dans les années les années combien? 80 oui, hein? 90 je crois, hein? Par là. Hein? Eh bien, lors de ce procès, on a condamné Django et compagnie à la peine capitale. C'était un jeudi, je me rappelle bien, quand le ministère public a prononcé son réquisitoire. Nous avons tous suivi à la télévision parce que c'était un procès radio-télévisé en direct. Eh bien, quand j'ai entendu le réquisitoire du ministère public, il a requis la peine de mort pour Django et compagnie. Eh bien, j'ai pris ma plume et j'ai invité un certain nombre d'amis, de confrères, pour écrire un texte où nous disions « Nous sommes contre la peine de mort ». Et aujourd'hui, mes amis, j'entends des gens qui disent « On doit remettre la peine de mort pour les traîtres et tout et tout ». Mais si on devait tuer les traîtres, on devrait commencer par qui? Point d'interrogation. On devrait commencer par qui? Ceux qui veulent qu'on tue les traîtres. Qu'on cherche les traîtres, et vous verrez hein, que nous serons surpris de voir que celui qu'on croyait ne pas être traître, c'est le premier traître. N'est-ce pas? Eh bien, j'ai écrit avec des amis un texte où j'ai dit « Je suis contre la peine de mort ». Alors, le dimanche, le samedi, j'ai distribué ce texte dans toutes les paroisses de Kinshasa, et le dimanche, je rencontre un confrère à Notre-Dame, au cours d'une messe pour les vœux des sœurs, des religieuses de notre diocèse. Après la messe, je lui pose la question, mon cher, est-ce que tu as vu la lettre que j'ai envoyée? Il dit, oh mais toi José, ça ne va pas la tête. Comment est-ce que tu peux prendre parti pour Django? Comment est-ce que tu peux défendre Django, un criminel, n'est-ce pas? Et que fait-il de la justice? Je vais vous dire ce que j'ai dit à ce confrère. Je lui ai dit, mon frère, tu considères Django comme un meurtrier, comme un criminel. Et tu dis que Django, on ne doit pas avoir pitié de lui. Mais toi et moi, lorsque nous faisons avorter la nana avec laquelle on a fricoté, hein,
Nous ne sommes pas des criminels. Mais la différence entre Django et toi et moi, c'est que Django l'a attrapé et toi et moi, on ne nous a pas attrapés. Alors, en ce moment-là, qui est criminel et qui ne l'est pas? Qui mérite la peine de mort et qui ne la mérite pas? Eh bien, dès que j'ai dit ça, le confrère a changé de sujet de conversation et le débat était clos. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il est très facile de demander la peine de mort pour les autres qu'on considère comme des criminels, mais on oublie que soi-même, on est aussi criminel. Nous tuons en parole, nous tuons en acte, nous tuons en pensée, nous tuons de mille et une manières, nous tuons les autres. Alors, si on doit condamner les criminels, commence par te condamner toi-même à la peine du capital. Et je crois que ça serait plus juste. Donc, la justice dont je parle, c'est une justice miséricorde, la seule qui est différente, qui se distingue de la justice des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire de tous ceux qui se considèrent comme des maîtres de la loi. Eh bien, enfin, je rêve d'un pays qui serait un pays de solidarité et de partage. Je crois qu'il est temps que nous revenions à ces valeurs de nos ancêtres, la solidarité et le partage. Aujourd'hui, la solidarité dans le mal, oui, mais la solidarité dans le bien, très très rare. Le partage, non, c'est une société de, disons, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est débrouille-toi, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est une société d'égoïsme, une société où chacun se remplit les poches, n'est-ce pas? Et alors, nous le voyons, n'est-ce pas? On dit un député va gagner 30 000 ou 33 000 dollars pendant qu'un huissier ou le balayeur ou l'enseignant qui a fait que tu deviennes ce que tu es devenu, eh bien, ne touche même pas 100 dollars, moins de 100 dollars, n'est-ce pas? Eh bien, en ce moment-là, où est la solidarité? Où est le partage? Voilà, moi je rêve de cette société d'égalité avec le respect absolu de l'homme, de participation avec le sens de la responsabilité individuelle et collective, une société de liberté et une liberté qui viendra de la vérité, une société de justice et de paix, une justice qui serait une justice miséricorde qui détruit le mal et sauve le malfaiteur et donc conditionne et crée le terrain favorable pour la paix véritable et la paix durable. Voilà une société de solidarité et de partage pour que chacun de nous puisse trouver son compte de bonheur dans cette terre que Dieu nous a donnée et que nos ancêtres nous ont léguée. Et la vraie démocratie, eh bien pour moi, elle sera au prix de ces valeurs, ces 6 valeurs que je viens d'énumérer. Eh bien, c'est à ce prix-là que la vraie démocratie, si on peut parler de démocratie à l'africaine, eh bien, ça sera celle-là. Sinon, ne nous faisons pas d'illusions. Ni aux États-Unis, ni en France, la démocratie n'existe. Et je vous recommande de lire l'interview de Madame Danielle Mitterrand, qui, répondant à un journaliste français, dit, eh bien, nous, la France, nous voulons imposer notre démocratie aux autres, mais est-ce que chez nous ici, la démocratie existe-t-elle? Et elle conclura en disant, ni en France, ni aux États-Unis, la démocratie n'est pas présente. Alors, qu'est-ce que nous voulons vendre aux autres? Qu'est-ce que nous voulons imposer aux autres? Eh bien, il est temps que nous sortions d'une démocratie piégée, d'une démocratie importée, une démocratie copier-coller avec des élections qui ne valent pas la peine pour que nous puissions inventer j'allais dire notre démocratie, mais je préfère dire notre propre manière à nous de nous gouverner. Parce que le mot démocratie est déjà trop chargé culturellement, philosophiquement, idéologiquement. Alors je préfère dire inventons notre propre manière de nous gouverner et surtout inventons notre propre manière de vivre ensemble. Tel est pour moi l'enjeu de cette 32e commémoration de la marche des chrétiens, marche du 16 février. Je suis Polydore Tanguy, secrétaire général du CALCC.
Le phénomène marche est un phénomène qui a pratiquement accompagné le processus de démocratisation. Mais près de 40 ans après, je me pose la question de savoir si la marche a encore sa vraie valeur. Est-ce que le marcheur, la population, lui accorde encore la même valeur qu'elle avait vers les années 80 et le 16 février 1992. Je suis d'avis qu'il faut redimensionner la marche, à l'adapter à nos valeurs, à nos traditions, à notre histoire. Comme aujourd'hui nous pouvons adapter la marche, nous pouvons adapter les acquis du processus de démocratisation. Mais nous avons des structures démocratiques, puisqu'à l'époque, on a marché pour les réclamer. Aujourd'hui, on les a. Nous avons des institutions qui sont appelées démocratiques. Nous avons des élections. C'est des choses qu'on réclamait vers les années 80, 90, mais que l'on n'a pas. La question, pour l'adapter, c'est de savoir qu'est-ce qui manque pour que la démocratie devienne réalité. Et à ce titre-là, je pense qu'il nous manque ce que beaucoup d'autres pays ont. On les appelle les think tanks. Des groupes de réflexion désintéressés, composés de personnes, des grands penseurs et des grands acteurs d'un secteur, qui peut être le secteur de l'environnement, qui peut être le secteur, et qui le protègent à tout prix. On peut y trouver des politiques, on peut y trouver des hommes d'affaires, on peut y trouver des scientifiques. Et ce sont eux qui constituent la matière grise qui conduit, qui oriente le pays dans ces secteurs-là. Et je crois que c'est la force des États-Unis où le pouvoir appartient au peuple, mais il y a des grands décideurs. C'est ce qui manque au Congo. Si nous avons des grands décideurs, qu'ils soient de la société civile ou de la politique, mais qui le font de manière désintéressée, nous aurons alors notre démocratie à nous. Porte sur la manière de réinventer notre propre démocratie. En l'occurrence, il y a le concept égalité qui m'a démangé. Monsieur l'abbé, ne pensez-vous pas que le concept égalité est théoriquement applicable, mais dans la pratique, c'est quasiment impossible de l'appliquer? Je continue. Si le diable est diable, c'est parce que ce diable a cherché l'égalité avec Dieu. Et je veux poursuivre dans ma pensée. Il y a un écrivain du XVIIe, le duc de La Rochefoucauld, qui a dit que l'égalité est un concept souhaité par les inférieurs vis-à-vis de supérieurs. Je mets ça entre guillemets, hein, parce que là aussi c'est notre paire de manches. Il est impossible de voir, je ne sais pas, quelqu'un souhaiter l'égalité avec de se voir appliquer l'égalité avec son inférieur. Monsieur Christian a parlé dans son mot même de la parabole des talents. Vous constaterez que le maître n'a pas donné les talents de manière égale à tous ses serviteurs. Il a donné un seul, il a donné 5, il a donné 10. À mon humble avis, je suis encore dans la réflexion. Je me dis qu'on ne peut pas parler de justice miséricorde, oui, mais de justice équitable. C'est un peu ça ma préoccupation. Merci. Ma préoccupation est celle-ci. Pendant l'époque du maréchal Mobutu, à cet temps-là, il n'y avait pas des hommes ou des femmes intelligents afin qu'il n'y ait seulement un seul parti et un seul candidat. Et la deuxième préoccupation, pourquoi il a régné pendant longtemps dans la dictature?
Je prends d'abord la préoccupation de Hervé, parce que il est important qu'on s'entende sur le contenu que l'on donne aux expressions qu'on utilise. Lorsque j'ai dit une société d'égalité, attention, je n'ai pas dit une société d'uniformité ou d'unanimité. Ce n'est pas cela que j'ai voulu dire. Et ce n'est pas cela que j'ai dit. J'ai bien explicité en disant cette égalité n'exclut pas les différences entre nous. Différence de statut, différence de rôle, différence de sexe, différence de fonction, différence de position dans la société. Les différences ne sont pas abolies pour eux. L'égalité dont il est question est une égalité de nature. Ça signifie que tu sois chef de l'État, que tu sois subalterne, que tu sois balayeur de rue, que tu sois prêtre ou que tu sois laïque, que tu sois pape ou que tu sois un simple fidèle, n'est-ce pas? Eh bien, l'égalité dont je parle, c'est que toi et moi, nous sommes des êtres humains. En cela, nous sommes égaux et en cela, nous méritons le même respect. Voilà de quelle égalité il s'agit. Donc il ne s'agit pas d'une égalité au sens d'une revendication sociale et de ceux qui sont, disons, inférieurs, qui veulent être égaux, qui veulent avoir le même traitement que ceux qui sont supérieurs. Non, ici, je voudrais dire que tout être humain a droit au respect et tout être humain a droit à la vie, tout être humain a droit à la parole, au savoir, tout être humain a des droits qui sont des droits communs. C'est de cette égalité-là dont je parle. Si nous sortons de ce cadre-là, alors en ce moment-là, on peut s'engager dans des débats sociopolitiques et, je sais pas moi, idéologiques qui n'en finissent pas. Voilà. Alors, lorsque tu dis justice équitable, eh bien, la justice équitable, finalement, c'est comme si tu disais chou vers chou, n'est-ce pas? Parce que équité et justice, finalement, ce sont deux mots qui disent la même chose. Quand moi j'ai parlé de justice miséricorde, je me suis bien expliqué. Pour ceux qui lisent la Bible, l'illustration la plus parfaite de cette justice miséricorde, nous la trouvons dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 8, n'est-ce pas? Chapitre 8, versets 1 à 11, n'est-ce pas? Lorsque Jésus raconte l'histoire de la femme adultère. Ceux qui viennent accuser la femme adultère ont confondu le mal et le malfaiteur. Et la loi de Moïse qui dit on doit lapider ce genre de femme, eh bien, cette loi a confondu le mal et le malfaiteur. Ce n'est pas en tuant le malfaiteur qu'on détruit le mal. Et la société, l'histoire du monde nous a montré que là où on a tué des voleurs, on a tué des criminels, eh bien ça n'a pas réduit le taux de criminalité dans ces sociétés. C'est pas parce que la peine de mort existe que ça va dissuader ceux qui sont enclins à recourir à cette manière de faire les choses, de régler les comptes aux autres, que ça va leur, disons, diminuer leur... disons leur ardeur, n'est-ce pas? Quand on a condamné Django à la peine capitale, le jour même, ce jeudi-là, les amis de Django qui étaient restés à la cité ont tué une maman enceinte à Bassine. Et ils ont signé leur crime en écrivant un bout de papier et en collant ce bout de papier au ventre de cette maman tuée en disant « Voilà ce que nous continuerons à faire si vous tuez Django ». Ça s'est passé comme ça. Faisons attention. Lorsque nous parlons de la justice miséricorde, nous explicitons bien de quoi il s'agit. Il s'agit de faire la distinction entre le mal et le malfaiteur. Et l'illustration parfaite, c'est celle de la maman et de son bébé, de son enfant, ce petit enfant qui est allé jouer pendant la journée, qui revient le soir à la maison tout sale, et maman qui prend un bassin, met de l'eau et lave l'enfant. Eh bien,
après avoir lavé l'enfant, elle ne va pas jeter l'enfant et l'eau sale. Elle va retirer l'enfant tout propre, n'est-ce pas, l'habiller, pomponner et tout, et jeter l'eau sale. Et je crois que c'est cette seule justice qui va être source de paix véritable. Sinon, vous voyez, on condamne qui? Souvent, les gens qui ne méritent pas d'être condamnés. Et ceux qui doivent être condamnés, ceux qui tuaient, qui utilisaient Django pour qu'il aille tuer, ceux qui commandaient Django, qui commanditaient Django, eh bien, ceux-là étaient en train de suivre le procès calmement, peinard, n'est-ce pas, assis sur leur fauteuil, Chivas, ses cigares, n'est-ce pas, et se réjouissant qu'on ait condamné Django. Mais entre-temps, ils vont recruter d'autres Django, ils vont créer de nouveaux Django, n'est-ce pas? Et donc le mal ne sera pas éliminé pour autant. Je crois qu'il y a quelque chose qui mérite une réflexion en profondeur, une analyse en profondeur, pour que nous ne fassions pas fausse route. Polydore, redimensionner la marche. Moi, je crois que il est temps que nous puissions nous poser la vraie question. La marche du 16 février, j'y ai contribué. Je ne l'ai pas organisé, mais j'y ai contribué. Ceux qui l'ont organisé, il y en a qui sont encore en vie, mais il y en a qui sont déjà partis. Pierre Loubi, qui a signé l'appel au peuple de Dieu, François Kandolo, Père de Ram, qui ont signé, Marie-Thérèse Moulanga et François Kandolo qui sont venus me voir pour me faire part de l'initiative qu'ils ont prise d'organiser la marche, et à la date du 7 février 92, eh bien, quand je suis entré là-dedans, il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Mais avec le temps, je commence à faire, avec le recul du temps, je commence à me poser des vraies questions. Je me dis d'abord, s'il est vrai que cette marche était vraiment une marche organisée par le peuple, par des gens du peuple d'en bas, eh bien, il est vrai que cette marche n'a pas été vraiment prise en compte par les décideurs, les politiques. Au contraire, les décideurs politiques et ecclésiastiques. Parce que je me rappelle que ce soit du côté de l'Église, que ce soit du côté de l'État, aucune autorité politique et ecclésiastique n'avait accepté cette marche. J'ai écrit un petit livre là-dessus. Et donc pour dire que si nous devons capitaliser des manifestations comme celle qui a eu lieu le 16 février 92, nous devons nous organiser au niveau de la base et pas compter sur le niveau d'en haut, le pouvoir d'en haut. C'est le pouvoir d'en bas qui doit s'organiser, se structurer et être conduit par des vrais leaders qui viennent d'en bas et pas des leaders qui viendront d'en haut. Pour moi, c'est ça, si on veut repenser les marches, même aujourd'hui. De deux, moi je crois qu'il est temps que nous puissions définir autrement la marche. La marche, c'est se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement. Et nous nous mettons en mouvement de quelque part vers quelque part. Et si aujourd'hui, je peux redéfinir, redimensionner, redéfinir la marche, je dirais, nous devons partir d'une société fondée, bâtie sur le primat de l'avoir, vers une société fondée et bâtie sur le primat de l'être. C'est cette marche-là dans laquelle nous devons nous engager. Et cette marche ne sera pas nécessairement des colonnes des gens dans la rue, mais cette marche est une marche du cœur de l'homme, une marche de chacun de nous. Partir, quitter le système fondé sur le primat de l'avoir, et ce système a un nom. C'est le capitalisme ultralibéral ou libéral, n'est-ce pas, qui aujourd'hui est en perte de vitesse. Je vous recommande vivement un livre qu'on vient de me recommander par un confrère qui est en Belgique, qui s'intitule « La défaite de l'Occident ». Tapez là dans votre Google « La défaite de l'Occident », eh bien, vous tomberez sur ce livre-là. Eh bien, le monsieur qui a écrit ce livre, il y a une vidéo là-dessus, dans YouTube, vous pouvez tomber sur la vidéo « La défaite de l'Occident ». Eh bien, il montre clairement, c'est un blanc, il montre clairement que l'Occident a échoué avec sa civilisation de l'avoir. L'Occident a échoué
Donc voilà, nous pouvons réinventer notre démocratie, c'est vrai, avec des think tanks. J'ai été voir le président de la République au début de son premier mandat et je lui ai dit, mon cher frère Félix, il faudrait que tu puisses créer un think tank. Il m'a dit, monsieur l'abbé, tu frappes, disons, tu enfonces une porte ouverte parce que je suis en train d'en créer même 2. On m'a dit, tant mieux si tu en crées 2. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu les résultats de ces 2 think tanks par rapport à l'amélioration de la gouvernance dans notre pays et par rapport à la perception et à l'exercice du pouvoir dans notre pays. Nathalie, il faut savoir que nous ne choisissons pas nos dirigeants. Mobutu, nous ne l'avons pas choisi. Nous ne l'avons pas choisi. Et ceux qui l'ont choisi savaient pourquoi ils l'ont choisi. Ils l'ont fabriqué, ils l'ont créé depuis l'indépendance. Puis même avant l'indépendance. Lorsque Mobutu est allé étudier en Belgique, lorsqu'il a accompagné Lumumba à la table ronde, eh bien, on a commencé déjà à le créer. Et ils l'ont créé jusqu'au moment où, après avoir fait un stage, et le stage qu'il a fait, c'était juste après l'indépendance, eh bien, il y a eu ce premier coup d'État qui n'a pas duré longtemps avec les commissaires, on les a appelés les commissaires généraux, n'est-ce pas? Eh bien, c'était un temps de stage. Et puis on lui a dit, bon, maintenant que tu as fait ton stage, attends le moment venu pour prendre les choses en main. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ceux qui l'ont mis au pouvoir, eh bien, pour qui il a travaillé, il n'était qu'un nègre de service. Et Dieu seul sait si aujourd'hui nous ne sommes pas dirigés par des nègres de service jusqu'alors, n'est-ce pas? Des nègres de service. Et donc, ne nous étonnons pas que ceux qui nous dirigent n'aient pas de compte à nous rendre et qu'ils dirigent comme des vrais autocrates, dictateurs, parce qu'ils ont des comptes à rendre à ceux qui les créent. Et quand ceux qui les créent n'ont plus besoin d'eux, comme ils n'ont pas eu besoin de Mobutu à un moment donné, avec la chute du mur de Berlin et le renversement de la situation géopolitique internationale, eh bien, on l'a tout simplement éliminé. Voilà. On l'a éliminé. Alors, faisons attention. Faisons attention. Et il n'y avait pas de personnes intelligentes pour qu'il y ait des partis. Aujourd'hui, moi, je dis, et je l'affirme, peut-être des gens vont être scandalisés si je le dis comme ça brutalement, nous n'avons pas besoin d'un multipartisme. Ça, je le dis, c'est ma conviction. Nous n'avons pas besoin de la particratie. Et aujourd'hui, regardez, les jeunes qui manifestent, n'est-ce pas? Bon, ils ne manifestent pas nécessairement au nom d'un parti politique, hein, même si nous savons qu'il y a un parti politique qui peut être derrière, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je dois dire sincèrement que la particratie est au terme de sa course. Et vous verrez en Europe, hein, d'où c'est venu, les gens n'adhèrent plus tellement aux partis politiques. Et les partis politiques n'ont plus tellement pignon sur eux. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas comprendre que les partis politiques contribuent à entretenir la division, et la division fait partie du système et de la stratégie des maîtres du monde depuis l'époque de l'Empire romain? Ils ont dit divide ut impera, diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, nous ne comprenons pas que même les élections que nous prétendons être de la démocratie, des signes de la démocratie, sont des moments de division et je dirais, on attise des conflits entre nous. Avant les élections, pendant les élections, après les élections. Est-ce que nous nous entendons? Est-ce que nous nous mettons ensemble sous l'arbre à palabres? Je ne voudrais pas dire autour d'une table, non, sous l'arbre à palabres, pour repenser notre pays, pour repenser notre histoire, pour réécrire notre histoire, et pour dire comment est-ce que nous allons nous répartir les tâches. Est-ce qu'il faut recourir nécessairement aux élections, à la manière des Occidentaux, où d'ailleurs les élections ont perdu des vitesses? Relisez, lisez, si vous ne l'avez pas lu, si vous ne connaissez pas, lisez le livre de David Van Reybrouck, qui s'intitule « Contre les élections ». J'en ai fait mon livre de chevet ces derniers temps, depuis 2-3 ans là, que j'ai découvert ça. Contre les élections, où il montre que les élections qui sont nées au XVIIIe siècle n'étaient pas liées
à la démocratie née en Grèce n'avait pas recouru aux élections pour désigner les dirigeants. C'était plutôt le tirage au sort, n'est-ce pas? Et les élections du XVIIIe siècle, eh bien, sont arrivées et on a cru que c'était pour renforcer ou améliorer la démocratie. Malheureusement, les élections ont recréé ce que la démocratie grecque, antique, avait voulu combattre, c'est-à-dire l'aristocratie héréditaire. Et les élections ont venu restaurer l'aristocratie. Mais plus une aristocratie héréditaire, mais une aristocratie représentative élective. Et nous le voyons aujourd'hui. Nous le voyons. Ouvrons les yeux. Voyons ce qui se passe. Nous sommes dirigés par une classe d'aristocrates, n'est-ce pas? Et une aristocratie qui ne dit pas son nom, n'est-ce pas? Et on voit de père en fils. On voit, c'est toujours les mêmes qui reviennent, n'est-ce pas? Alors, n'est-il pas venu le moment de faire un stop, de nous arrêter? Arrêtons-nous, Congolais. Nous sommes en train d'aller vers un mur et nous continuons. On a un chauffeur qui conduit le véhicule Congo et qui voit sur le tableau de bord du véhicule des voyants rouges, des clignotants rouges qui montrent que rien ne va. Il y a des choses qui ne vont pas, le moteur est foutu, est en panne. Non, on continue à rouler. On continue à rouler. Mais il est temps qu'on s'arrête. Un chauffeur consciencieux, sage, bien formé, il va faire quoi? Dès qu'il voit sur le tableau de bord que ça clignote, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il coupe le moteur, il sort, il ouvre le capot et il voit ce qui se passe. Et après, il invite un vrai mécanicien pour déterminer la panne et orienter la réparation ou éventuellement l'achat d'un autre véhicule.